Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Bienvenue dans Histoire d'artisan. Je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat. Je vous fais découvrir les visages, ou plutôt les voix, de ces femmes et hommes qui ont décidé de passer leur vie à créer. Aujourd'hui, nous accueillons Julien Goffinet, serrurier métallier. Avec Julien, on aborde l'équilibre vie pro, vie perso, lorsque l'on est passionné. Comment définir un modèle économique viable et en accord avec nos besoins personnels. Il nous fait découvrir ces métiers extraordinaires qui œuvrent avec le métal. C'est un matériau que je connaissais assez peu et je suis ravie qu'il m'y ait initié. Belle écoute! Bonjour Julien et merci de m'accueillir dans ton atelier ou dans ton lieu partagé Mon lieu partagé, qui est ouais. ici Montreuil. Oui. Je suis ravie d'avoir découvert ce lieu puisque l'épisode d'Alice au final c'était à distance avec Alice donc j'étais pas là. Et là on le fait en physique, Ouais. on se rencontre. Donc je suis très contente de découvrir ce lieu. Alors Julien, on va commencer par le petit jeu des préjugés. On va parler de ce qu'on peut penser de ton métier de métallier. Donc le premier préjugé qu'on peut avoir, c'est métallier, c'est un métier sale. C'est vrai et pas vrai. Ça dépend des journées. C'est sûr que si tu me compares à mes copains menuisiers, en fin de journée, je peux avoir un aspect plus noir et plus sale qu'eux. Mais il y a des journées aussi où quand on travaille pas à chaud ou qu'on soude pas beaucoup. Alors tu vas me dire qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là, mais si on a une journée sans meulage par exemple, on n'est pas forcément plus sale. On a les mains un peu sales, mais encore aujourd'hui on met beaucoup de gants. Meulage, c'est quoi? C'est quand on prend la meuleuse, c'est par exemple qu'on enlève une soudure ou qu'on découpe du métal. Enfin, ça c'est tronçonnage, Ouais. mais avec la meuleuse on fait ou les finitions, les chanfreins et de la découpe. Et là C'est c'est chanfrein non plus, j'ai pas. c'est quand tu dois enlever, par exemple tu as une tôle, quand tu veux souder deux tôles ensemble, tu fais un chanfrein, donc tu fais un demi-V à 45 degrés sur Ok. chaque pièce, tu les Ok. mets l'une contre l'autre. Ouais. Et après, tu peux faire ta soudure. C'est pour Ah. récupérer un maximum d'épaisseur. Enfin, en fait, c'est pour avoir de la pénétration que quand tu effectues un meulage, tu récupères 100% de la résistance. Voilà, c'est un peu technique, mais Ouais, voilà. En gros, pour moi, c'est l'outil le plus salissant qu'on utilise, c'est la meuleuse. d'accord. Ça fait beaucoup de projections. Ça fait des poussières. Donc, on utilise un masque en général maintenant. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fin de journée, quand on a fait une grosse journée de meulage, c'est qu'on enlève le masque et les lunettes, tu vois la grosse démarcation. Donc, t'as vraiment la trace du masque qui est Et ça marquée. veut dire que c'est de la micro-poussière de métal? Oui, c'est ultra toxique. Bah ouais, Ouais. mais même pour la peau. Je sais pas trop. Je t'avoue que je me blesse un peu de temps en temps. Ouais. Je me fais des coups, donc je me regarde pas trop la qualité de ma peau, mais Faut faire des gommages. on est ouais, on travaille. Bon, déjà normalement, on est supposé travailler en manche longue. Moi, je ne peux pas. Je supporte pas d'avoir quelque chose sur les avant-bras, donc je travaille toujours en t-shirt. Mais oui, bon après là, je pense qu'on a une peau un peu plus abîmée que quelqu'un qui travaille dans un bureau, mais aujourd'hui, on nous a quand même vachement. Enfin, en tout cas, je sais que moi, quand j'étais apprenti, on m'a vachement sensibilisé sur mes protections, faire attention, mettre des masques, utiliser des lunettes, des gants quand il faut en utiliser. Enfin voilà, je pense qu'on est quand même on nous sensibilise plus à prendre soin de nous qu'il y a 20 ans, je pense, ou 30 ans. Ouais. C'est un sujet qu'on abordait avec Alice en tant qu'artisan, ton corps et ton métier. Et si tu prends pas soin de ton corps, Tu vas pas loin en fait. ouais, Et c'est hyper important. on sait qu'aujourd'hui on en a encore pour longtemps. Oui. J'ai 33 ans, je sais que j'en ai encore pour à peu près la même chose. Peut-être même un peu, enfin, je sais pas comment ça va se passer. Mais si je devais rester à l'atelier jusqu'à la fin de ma carrière, il y a intérêt à ce que je fasse très attention et prendre soin de moi. Bon, c'est pas du tout mon but, je t'avoue que j'aspire en tout cas à faire le moins d'ateliers possible. Enfin, pas le moins possible, mais n'aller à l'atelier que pour des projets bien spécifiques. À terme, mon rêve, ce serait d'avoir une boîte avec des gens à qui je bosse. Créer une manufacture? Pas une manufacture, mais Une petite PME. ouais, une PME. Et moi, je m'occuperai plus de tout ce qui est la relation client, Ok. la conception. Et je vais être très égoïste, mais je me garderai un peu les pièces nobles. Oui, bah c'est normal. Et puis pour le courant, avoir des personnes à qui je travaille, des collaborateurs, quoi. Hmm. Voilà. Ok.
Ok, donc on revient au préjugé, parce qu'on a un peu digressé, mais donc le préjugé de c'est sale, c'est ben, pas tous les jours, quoi. Pas tous les jours. Après, on va pas se mentir, c'est salissant. Oui, mais enfin, Il y a des métiers plus propres. Après, le oui, c'est boulanger ça. a une autre façon de se salir, le menuisier pareil. Je Le pense que poissonnier, dès qu'on travaille la matière ou bah, c'est quelque ça, chose, bah oui, voilà, c'est clair, rien n'est parfait. c'est clair. De toute façon, le travail avec les mains, c'est souvent salissant. Bon, Et là, il n'y a c'est... pas la caméra, mais enfin, je pense pas, tu vois. J'ai pas non plus des mains complètement. Bah non, 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 moi je m'attendais à des ongles bien noirs. Non, non, ça va. On les nettoie, c'est bien. Le secret, c'est de faire la vaisselle à la main. C'est ça, un petit peu de texte citron. Exact. Ok. Alors le deuxième préjugé, donc toi, tu te définis comme métallier. Oui. Donc on va revenir sur ça un peu plus tard, mais du coup tu me disais serrurier métallier. Oui. Donc toi tu es serrurier métallier et Alors, on va dire par reconversion, parce que mon vrai métier, c'est chaudronnier industriel. ok, Donc, c'est la mise en forme des tôles, des métaux en feuilles. C'est suite à un voyage à l'étranger que je suis devenu métallier, en fait. En gros, les bases sont les mêmes, c'est le travail du métal, mais le serrurier métallier travaille plus les profilés, et le chaudronnier travaille plus les métaux à plat, donc la tôle. ça veut dire quoi profiler? Tout ce qui est les barres de tubes, les fers plats, les cornières, les T, Ok, donc il y en a un c'est vraiment du plat et l'autre c'est Bah, plus du 3D. on va dire c'est du structurel. Ouais, Le chaudronnier, c'est plus la mise en volume. d'accord, ouais. Je crois En que gros, le métallier fabrique un châssis Oui, et le chaudronnier va faire la coque qui habille le châssis. Enfin, c'est un carrossier, mais le chaudronnier va faire tout ce qui est, tout ce qui est cuve, ouais. tuyauterie. Donc, dès que tu prends une feuille qui est plate, tu fais une forme avec, c'est le chaudronnier. Et dès que tu découpes du tube pour en faire un volume, c'est le métallier. En gros, Hmm. Donc en fait, ça c'est un peu une serait. caricature, mais en Ouais, gros, mais c'est comme ça. hiérarchiquement, on dirait le chaudronnier travaille pour le métallier et. Bah, les deux sont complémentaires, je Oui, pense. Alors après, quand j'étais en formation, on disait toujours que le métallier était un chaudronnier raté. Et que classique. nous, on envoyait les pièces dans l'espace. Bon, on était adolescents et on aime bien se taquiner. Mais la chaudronnerie, c'est vraiment plus axé sur l'industrie, en général. Le métallier, c'est plutôt tout ce qui est charpente, c'est plus c'est plus dans le D'accord. bâtiment, en fait. Voilà. Ok. Ok, très bien. Donc toi, bon, t'es initialement chaudronnier, mais aujourd'hui, tu te définis comme métallier et tu m'as dit, bah, en fait, je suis serrurier métallier. Et donc, il y a un troisième métier, c'est ferronnier. Oui. Et donc, bah, le préjugé, c'est serrurier et ferronnier, c'est la même chose. Je pense qu'il y a des similitudes, mais pour moi, le ferronnier, c'est plus quelqu'un qui travaillera tout ce qui est les fers forgés et compagnie. Et le métallier, il travaillera plutôt à froid ou la mise en forme à froid. À une époque, je pense que un métallier était ferronnier, et je suis même pas certain que le terme de ferronnier soit le terme officiel en fait. Donc c'était le forgeron à l'époque. Ça a évolué, les forgerons forgeaient des pièces pour le bâtiment, je pense, mais je suis pas certain. Il faudrait regarder, mais je suis pas certain que ferronnier soit vraiment un terme. Je pense que Officiel. c'est un terme qui est devenu courant, mais je suis pas certain que c'était officiellement le nom. Et dans ce cas-là, forgeron, c'est quoi la différence avec serrurier? Bah, il travaille la forge, majoritairement. Non? J'ai pas. Enfin, forgeron, pour moi, c'est. Alors, il y a les maréchals. Parce qu'en fait, la forge, ça peut être les maréchals ferrants aussi, qui s'occupent, Oui. qui font les fers à chevaux. Euh, Forgeron, oui, c'est quelqu'un qui travaille la forge, mais C'est-à-dire qu'il va. il est métallier aussi, finalement. D'accord. Ok. Moi, j'imagine forgeron de je vais chauffer le métal Pour le mettre en forme. pour le mettre en forme. Oui, oui, c'est ça. Et toi, tu vas découper le métal et le souder, Oui. si je Oui, caricaturise. en gros, la caricature est juste ça. Ok. Très bien. Parce que le forgeron peut. Enfin, je suis pas un spécialiste de la forge, Oui. mais je pense qu'ils peuvent. Enfin, en faisant des réactions à chaud, je pense qu'ils arrivent à souder le métal ou à le faire reprendre. Je suis pas un spécialiste, donc j'ai peut-être une grosse bêtise, mais j'ai l'impression quand même que ça se fait. Oui. J'en ai côtoyé à une époque, quand j'étais en formation, il y avait, quand j'étais en chaudronnerie, les métalliers à côté de nous, on se retrouvait le samedi à l'atelier, ils faisaient de la forge. Et si mes souvenirs sont bons, ça date, ça fait longtemps maintenant, mais j'ai l'impression que en chauffant les deux morceaux, ils arrivaient à les faire reprendre l'un à l'autre,
Finalement, ça fait comme une soudure, quoi. Par exemple, toi, dans ton atelier, tu n'as pas de four. Euh, Tu n'as rien pour chauffer le on a métal. une toute petite forge c'est un de mes colocataires qui l'avait acheté pour un projet. Lui, il en faisait beaucoup plus avant. Et il a eu un projet comme une petite rambarde avec du fer forgé. Donc c'était juste des barres à chauffer. Il a acheté une petite forge de coutelier au gaz. Et elle est là à l'atelier, si j'en ai besoin, je peux lui emprunter, y a pas de souci. Mais c'est pas quelque chose qui m'attire. Voilà. Ok, très clair. Le troisième préjugé, c'est en tant que métallier, tu ne fais que des escaliers. Non, c'est pas vrai. On fait des escaliers, on fait des verrières, on fait des éléments décoratifs, on fabrique des portails, on fait des objets, on travaille avec des designers, on fait du prototypage, on fait plein de choses. Dès qu'il y a un bout de métal, de toute façon, il y a un métallier derrière, ou un chaudronnier. Donc non, c'est ultra varié. Ou un forgeron. Ou un forgeron. Non, c'est très 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 varié. D'accord, ok. Et puis c'est des passes. Hein. L'année dernière, j'ai dû faire en 2019-2020, j'ai dû faire 2 escaliers. D'accord. Et 2021 va démarrer par 3 projets d'escaliers qui suivent. Donc d'une année à l'autre, ça peut être aussi complètement variable. Puis ça dépend aussi des architectes avec qui on travaille. Si les clients veulent un escalier en métal ou en bois. Donc non, mais oui, on peut en fabriquer. Mais on ne fait pas que ça. Ok. Il y a des entreprises qui se sont spécialisées uniquement là-dedans. C'est leur choix. Ils veulent faire que de l'escalier. Pour des raisons de logistique et de rentabilité, ils ne font qu'une chose. Ils savent sur le bout des doigts comment ça se passe. Et ils sont ultra rentables. Mais moi, je ne me verrais pas à l'année ne fabriquer que des escaliers ou que des verrières. Voilà. Oui, il y a moins de recherche et développement. Bah, puis, enfin, si j'ai quitté la boîte dans laquelle je travaillais avant, En tant que chaudronnier. en tant que chaudronnier, c'était pour ça, parce qu'en gros, il y avait une spécialité. Les pièces n'étaient jamais les mêmes, de par les mesures, mais après, c'était la même chose, quoi. Et à l'époque, je m'étais dit, waouh, je suis très bien payé, c'est confortable, tout ce qu'on veut, mais jusqu'à la retraite, Un peu redondant. voilà, ça va être l'ennui. Et en gros, c'est ce qui m'a donné l'idée de me mettre à mon compte en métallerie. C'est une expérience que j'ai vécue au Canada, dans une boîte d'agencement de luxe, où il y avait un gros atelier métal et un atelier ébénisterie. Les deux étaient réunis, et les projets étaient toujours différents. Une semaine, on faisait une table de luxe, la semaine d'après, on faisait une rampe, enfin, des fois pendant des mois, on faisait une rampe d'escalier ou un escalier. Ça pouvait être des objets design, enfin, c'était ultra, ultra varié. C'est pour ça que je me suis dit, ben, autant changer, enfin, tenter le coup, j'étais jeune. Mais c'est pour ça, en gros, je me suis mis à mon compte pour pouvoir aussi, entre guillemets, choisir, même si c'est pas toujours simple, parce que quand on nous propose des chantiers, même si c'est pas quelque chose qu'on aime forcément ou qu'on n'a pas forcément envie de faire, il y a une réalité qui fait qu'on est obligé de prendre le chantier, donc voilà. Mais j'ai de la chance, franchement, c'est ultra varié. Bon, bah, tant mieux. On reviendra peut-être dessus, mais c'est aussi l'avantage d'être à Issy-Montreuil, en fait. Oui. Ben, moi, pour être très honnête, quand j'ai quand j'ai décidé de me mettre à mon compte, je voulais faire que de la pièce unique, entre guillemets, ou du petit objet. Et puis, il y a une réalité qui est économique, en tout cas, qui est vite revenue pour me dire, ben, j'ai pas le réseau, c'est pas mon prêt. Enfin, moi, je suis pas designer, c'est ultra compliqué de percer. Euh, pour vivre, il va falloir en vendre beaucoup, 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 beaucoup. Donc, j'étais embarqué sur un projet d'agencement avec quelqu'un du bois. Et puis ben, je me suis rendu compte que c'était quand même cool parce que je gagnais de l'argent pour subvenir à mes besoins. Et puis ça a été le démarrage, quoi. Un projet, 2 projets, 3 projets. Et puis voilà, après ben, aujourd'hui, je fais beaucoup d'agencements et un tout petit peu d'objets pour le plaisir, quoi. Voilà. Ok. C'est pour ça que cette année, j'ai décidé de collaborer avec une artiste à Émergence Ouais. pour dire ok, j'ai un projet qui est complètement hors agencement, hors routine, quoi. C'était juste pour par plaisir et puis pour aussi pouvoir montrer que je savais faire autre chose que des escaliers, des verrières et tout ce qui va avec, quoi. Oui, parce qu'on n'a pas expliqué ce que c'est Émergence, mais c'est un festival. C'est un salon, Ouais. une expo. Ouais, moi je présenterais ça comme une expo. Enfin, Ouais, moi c'est une j'avais expo, c'est l'impression une expo, vraiment c'est une d'être expo, c'est une expo. dans un musée. Ouais.
un musée de design en fait, Oui, c'est ça. d'artistes designers. Et donc c'était à Pantin, Oui. en banlieue parisienne. Et franchement, moi j'ai trouvé ça. Enfin, je me suis éclatée quoi. J'ai vraiment Ouais, c'était passé très un cool. très très bon moment. C'était vraiment chouette cette année en plus. Ouais. J'ai trouvé qu'il y avait des vachement belles pièces. Très belle pièce, Très variées. très variée, c'est ce que j'allais dire, très variée. Avec des. Alors à la fois variée dans l'objet et dans la matière. Oui. Et c'était. C'était la première fois. Non, c'était pas la première fois qu'il le faisait. Ah non, c'était la quatrième. Je crois que c'était la 4e édition. Donc c'était en septembre. C'était en En septembre. octobre. C'était en octobre. Octobre Ouais. C'était en octobre et. C'était juste avant le reconfinement. Ouais. Ceux qui nous écoutent, je vous conseille vraiment d'y aller l'année prochaine parce que. Dans 2 ans, c'est une biennale. Ah, Biennale Émergence. Ok. Et ben dans 2 ans, je vous conseille d'y aller. C'est dans longtemps, mais. On communiquera. Si je suis resélectionné, peut-être que je pourrais le refaire, j'espère en tout cas. C'est dur la sélection? Ben, j'ai été pris, donc j'ai envie de dire, je sais. Non. Je sais pas. Le talent, j'ai été tu pris. sais. D'ailleurs, c'était une collaboration. On était 3, mais nous on était assez fiers d'avoir été pris, franchement. Je vais pas te cacher que quand on a reçu puis je sais qu'il y avait des gens d'ici qui avaient postulé. Et finalement, j'étais le seul d'ici à être représenté, enfin qui était sélectionné. Donc il y avait un peu de fierté, tu vois. Je me dire, bon bah, c'est que mon dossier était quand même plus cool. Mais il y avait quand même des designers assez connus, puis des pièces assez cool. Donc cette année, il y avait une belle sélection, je pense. Ouais. Et, donc je sais pas si c'est vraiment dur, en tout cas, je pense qu'ils avaient eu énormément de demandes, en tout cas. Bah tant mieux. Donc voilà. Et félicitations du coup. Oui, bah après, c'était pas. Mais non, en tout cas, moi, ça m'avait vachement plaisir d'être pris, et puis c'était aussi pour pouvoir refaire un projet avec 2 artistes avec qui je travaille régulièrement. Et là, on voulait faire un peu quelque chose de plus présent. Enfin, l'artiste avec qui je travaille habituellement, elle fait du monumental. Et là, on voulait avoir un objet, même s'il était assez lourd, à taille humaine, quoi. Quelque chose qu'on pouvait emmener dans un salon, dans une expo et présenter. Voilà. Et c'était intense. On a passé 2 semaines ici. On a reçu toute la matière 2 semaines avant l'expo. Et c'était un peu freestyle, mais. Et tu peux nous raconter ce que vous avez fait? C'était des pièces à vivre. Donc il y avait 2 appliques murales. On voulait vachement jouer sur les réflexions de lumière. Donc c'était à base de tuffeau, de cuivre et de laiton. Le tuffeau, c'était toutes des chutes qu'on avait récupérées de chez un cariste qui est à Saumur. C'était tous ces produits impropres à la vente. Tuffeau, c'est quoi? C'est une pierre des Pays de la Loire. C'est quelque chose de très tendre, très blanc. Elle est pleine de mica. Donc tu as plein comme des petites paillettes. Avec les réflexions de lumière. C'est comme si tu avais jeté un paquet de paillettes sur la pierre. C'est assez cool. Et en gros, l'artiste, c'est Audrey Guimard, et qui était assistée par Camille Colléon. Elles avaient fait une résidence là-bas, chez Ackerman, dans une cave qui était taillée dans le tuffeau. Et elles sont tombées amoureuses de cette matière-là. Elles ont rencontré un cariste là-bas. Il avait des produits impropres à la vente. Donc moi, je m'entendais à des petits blocs. Et puis un jour, elle m'appelle en me disant la livraison arrive mardi. Et c'était un spire-morque avec 6 tonnes de pierre qui faisait à peu près, je sais pas moi, 2 mètres par 2. Enfin, il fallait être à 6 au transpalette pour la transporter. C'était un enfer. Et, Les copains. Ouais, c'est là qu'un lieu comme ici Montreuil est très cool parce que en 2 minutes, j'avais les bras qu'il fallait. C'était un grand moment de solidarité et d'entraide. Ça nous a fait rire aussi. Tout le monde m'a dit t'es complètement taré, mais ça, là c'était mon histoire. Mais après, des histoires comme ça, il m'arrive tout le temps. Quelqu'un qui reçoit des livraisons et waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, donc et puis voilà, donc on a fait une sculpture. C'était 2 appliques lumineuses et un totem, enfin un miroir. Donc un miroir en laiton poli où on jouait sur les réflexions, voilà, de lumière. Ok, très cool. Ouais, c'était assez cool. Très stylé. Ok. Ouais. On pourra. Vous avez des photos? Moi j'en ai mis quelques-unes sur mon Instagram. Donc, je pourrais en mettre sur le compte Instagram. Ouais. Je montrerai Tu ce que pourrais vous avez partager. fait. Ouais. Avec plaisir. Donc on passe au dernier préjugé.
Oui. Le dernier préjugé, c'est donc serrurier slash métallier. C'est un métier de bonhomme. Je pense que c'était vrai à une époque. Oui. Aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de femmes. Donc, comme j'expliquais, quand moi je suis arrivé ici à Montreuil, on était deux au métal, et la deuxième personne était une femme, qui était monteuse en bronze, mais donc c'est tout ce qui est soclage d'art, beaucoup, pour les musées, les grosses expos, mais elle faisait de la métallerie aussi. Donc elle était aussi capable de faire tout ce qu'un homme fait, hein. Voilà, des escaliers, des portails, des verrières. Enfin voilà, elle faisait les mêmes choses que moi, ouais. Et puis je pense que les femmes quand même ont un petit avantage par rapport aux hommes, c'est qu'elles ont plus de patience et peut-être un peu plus méticuleuses sur certains trucs. Donc voilà, il y en a de plus en plus. Moi par exemple, bah, j'ai pas pu malheureusement, j'avais déjà trouvé quelqu'un, mais au printemps dernier, j'ai eu deux candidatures, c'était des jeunes femmes qui voulaient faire un CAP en métallerie. Donc non, non, je pense que c'est de plus en plus ouvert. C'est super ça. Voilà, après c'est peut-être petit, petit cap générationnel à passer encore, Mm. mais moi je pense que c'est tout à fait, enfin, c'est un métier mixte pour moi. Oui, 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 mais enfin, entre ça devrait être un métier mixte et enfin, il devrait y avoir une égalité homme-femme et les faits, souvent, c'est pas parce qu'on le veut que c'est le cas, quoi. Ouais, après regarde, si tu fais le tour ici Montreuil, euh, dans les ateliers, parce que les ateliers en haut et les ateliers en bas, et on va dire qu'en bas c'est métallerie, menuiserie et compagnie, il y a quand même quelques femmes. Il y en avait quand je suis arrivé, il y en a encore aujourd'hui. Tu vois, c'est Mm. pas. Je pense qu'aujourd'hui c'est quand même. On n'est plus en 1932 où il y a une espèce de sexisme qui se fait. Mm. Après, ça se fait peut-être encore, je sais pas, peut-être que on vit dans un. On est en autarcie ici Montreuil, mais moi je pense qu'aujourd'hui quand même c'est quand même des métiers où c'est parce que tu es une femme que tu vas être, il y aura des préjugés ou que tu vas être mal vu ou après peut-être que je me trompe et que Non, non, je pense pas. Je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent, alors pas qui s'intéressent, mais qui s'autorisent à s'intéresser à ces métiers-là. et Et moi je vois par exemple pour les initiations soudure que je donnais, ouais, si je fais une moyenne, c'est 50-50 quasiment. c'est bien ça. Et c'est quoi les initiations soudure? C'est On a arrêté là, c'est les dernières là, mais c'était organisé des par ici Montreuil. oui, c'était des il y avait deux formats, il y avait le format 3 heures, c'était des gens qui voulaient découvrir la soudure. Donc ils venaient, on passait 3 heures où je leur expliquais ce qu'il fallait faire, ne pas faire, les rendre à peu près autonomes pour Mm. qu'ils puissent s'exercer chez eux s'ils avaient envie. Et après, il y avait une version d'une journée où ils fabriquaient un petit objet. D'accord. Donc on a fabriqué des étagères à un moment, après on a fabriqué des petits piétements pour des bouts de canapé ou des petites tables basses. Mm. Voilà. Et franchement, je pense qu'on était à 50-50 quasiment, D'accord. homme-femme. Ben, c'est une très bonne nouvelle. Ouais. C'est une très bonne nouvelle. Je fais une aparté. C'est pas la même chose que les ateliers Weekendoo. Si, si, il y avait une collab avec Weekendoo là-dessus. Oui, les 3 heures, c'était Weekendoo, non? Entre autres. Même la version une journée, c'était. Ben, il y avait ici Montreuil qui en organisait de son Ouais. côté, et une partie qui était faite avec Weekendoo. Et vous arrêtez avec Weekendoo? Ah, ils arrêtent en général en fait. Euh, Ok. Moi je vais être très franc. Mais je le couperai, hein, t'inquiète pas, hein. Ah non, c'est pas méchant ce que je vais dire, c'était très cool et tout, hein. Même avec Weekendoo, enfin moi je les trouvais super cool quand je les avais au téléphone et tout, Mm. ils étaient vraiment, puis leur business était vraiment bien fait. Non, non, je trouvais ça génial d'ailleurs. Je trouve toujours ça génial. Non, c'est juste que moi, j'ai commencé ça quand je suis arrivé ici à Montreuil. Mm. À la base, c'était Clément qui est aujourd'hui le responsable du lieu qui les faisait. Ouais. Sauf qu'il avait énormément de travail à côté et que Mm. c'était compliqué pour lui de gérer. Moi, je suis arrivé, je débutais, je prenais à peu près tout ce qui passait. Oui, bah c'est normal, hein. Voilà. Et au début, on en faisait une par mois, Ouais. et puis deux, et puis trois, et puis après, ça a fini tous les samedis. Ouais. Et, C'est à force, enfin, je vais être très franc, c'est que le samedi, moi, j'ai envie Non, d'avoir une c'est vie. bien. Enfin, justement, on va dans le cliché, l'artisan, il travaille 7 jours sur 7. Ça, il faut arrêter. Mm. On est des gens normaux et moi je voulais passer un peu de temps avec mes enfants aussi. Mm. Donc c'était compliqué de gérer par ici Montreuil avait du mal, c'est la gestion c'était compliqué, ça, c'est un élément en plus de tout ce qu'ils ont déjà à gérer. Et moi j'arrivais au bout du bout où je le faisais parce que c'était quand même un plaisir, puis j'aimais ça retransmettre à des gens extérieurs.
Mais je vais pas te mentir, à la fin, c'était de plus en plus compliqué Mais de ça, mettre un. je veux bien qu'on en parle. C'est un peu un. Je vais raconter ma vie, mais c'est un peu en ce moment. Dans ma tête, c'est un peu le bordel par rapport à ça parce que je suis en train d'entreprendre. Et je trouve que le cliché de l'entrepreneuriat, c'est tu passes de 8h à 22h tous les jours, même le week-end. Et moi, je veux pas. Moi, je me Mais connais. je comprends. Je me connais très bien. Et notamment, tu vois, le podcast, une des raisons pour lesquelles aujourd'hui je le fais bénévole et que déjà, ça me met des pressions, mais la seule personne à qui je veux devoir quelque chose, c'est l'artisan. À partir du moment où je me fais payer, et ça me ferait très plaisir de me faire payer, et je pense que ça fera partie du contrat si je trouve un sponsor pour le podcast, de dire, ben, je le fais à mon rythme. Parce que, par exemple, là, tu vois, je devais sortir celui d'Alice en décembre. J'ai eu un mois de novembre de dingue. Je voulais pas passer mes week-ends à ça. Ah, mais je comprends. Et c'est très intéressant parce que on se dit, ah, l'artisan, passion, naninana, au final, quand t'es passionné, tu comptes pas tes heures. Ben si, parce que c'est pas parce que c'est ta passion que t'as pas le droit d'un équilibre. Et ça faisait partie des questions au début que je posais dans le podcast. C'est comment tu trouves ton équilibre vie pro, vie perso. Donc si tu veux, je pourrais te la poser. Moi, Enfin, moi, ça m'intéresse d'avoir ton avis. j'ai mis du temps à le trouver, l'équilibre. Ouais. Et, Bon, je me le suis vraiment imposé. Ouais. Parce que sinon. Bah, je te poserai la question. Eh ben très bien, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ces préjugés, Julien. On va passer au vif du sujet, c'est-à-dire toi. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire, s'il te plaît? Rapidement, donc moi je suis né et j'ai grandi en Belgique, dans un petit village. À l'époque, il devait être moins de 700 habitants ou à peine. J'ai eu une adolescence un peu compliquée. Euh, je pense qu'à l'école, j'avais pas de mal, mais j'étais très feignant. Je vais être grossier, mais j'étais un branleur. Et je pense aussi que j'étais pas adapté au système scolaire C'est ce que j'allais dire. classique. Est-ce que être branleur, est-ce que J'en ai ne fait pas des. aimer les cours, c'est être branleur? Alors, c'est pas que j'aimais pas, mais c'était compliqué pour moi de rester toute ma journée, du matin jusqu'à 16h, 17h, sur ma chaise à te faire. Bah, On te balance plein d'informations, il faut enregistrer. ouais. Et, Pour moi, j'ai du mal à. C'est un peu un combat. et j'étais pas adapté à ça, en gros, Oui, c'est clairement. ça. Alors, quand t'es gamin, tu dis c'est l'école qui n'est pas adaptée à moi, mais bon, après. Bah, non, mais c'est vrai. Et moi, j'étais pas du tout adapté au système scolaire classique. Et j'ai eu un coup de panique à l'adolescence en me disant. Donc, en gros, moi, à terme, je voulais être ingénieur moteur thermique pour travailler comme motoriste. J'adore les voitures de compétition. Et c'était mon rêve ultime, en fait. Voilà. Et vu ce que je faisais en tant qu'ado, c'était très compliqué, je faisais beaucoup de bêtises. Mes parents me disaient non, mais enfin. Non, en fait, tu feras pas. Thermique, il faut Ouais, aimer non, les maths, quoi. non, mais c'est pas ça, c'est qu'en gros, mes parents disaient non, mais on va t'envoyer dans une grande ville, tu vas partir en vrille, quoi. En gros, Ah ouais. mes parents, ils avaient le tableau noir qui était tout fait. Et avec le recul, je me dis, ouais, ils avaient raison. Enfin, je les comprends. Et là, grosse prise de panique. Moi, j'ai toujours aimé la ville, j'ai toujours aimé ce qui bougeait. Et quand j'étais enfant, je disais toujours, je vivrais dans une grande ville, quoi. Alors que j'ai grandi vraiment dans une maison reculée d'un village. Enfin, c'était. Et mes parents comprenaient pas forcément. Et un jour, j'ai paniqué en me disant, mais ma vie, c'est pas ça. Enfin, l'angoisse, quoi. Je vais finir à l'usine à côté. Et il fallait que je me barre. Sauf que j'étais ado, j'avais pas une thune, donc j'étais pas non plus cinglé à dire vas-y, je prends mon baluchon et je m'en vais. Et, euh, et quand j'étais enfant, il y avait une connaissance de mon instituteur qui avait fait les Compagnons du Devoir. Et je me suis dit, ok, d'accord, c'est la porte de sortie, c'est ça. Donc je suis allé à la maison des Compagnons à Bruxelles. À l'époque, il y avait un petit test d'entrée que j'ai réussi. Et toujours dans le côté automobile, je voulais être carrossier. Sauf qu'il n'y avait plus de place. Et il fallait attendre un an de plus et je voulais pas. Et là, genre, le prévôt de l'époque me dit oui, mais il y a un métier qui est similaire, enfin, qui ressemble un peu à la carrosserie, c'est la chaudronnerie. Je ne savais même pas, je ne connaissais pas l'existence de ce métier. Donc il m'explique, il dit qu'il y a du travail. Et, quand
qu'on arrive un peu à progresser, on gagne bien sa vie. Quand t'es gamin, 2 mots, travail, argent, ok, c'est bon, je vais faire ça. Et il y avait une amie à moi qui était venue m'accompagner à cette journée information et de test. Et je l'avais regardé, je lui ai dit, bah, je vais faire ça en fait. Et puis elle m'a dit, mais tu connaissais pas il y a 10 minutes quoi. Et c'est parti en fait. Ils m'ont rappelé 2 semaines plus tard, il y avait une place pour moi à Bergerac. Donc ça faisait quand même quasiment 900 km de chez mes parents. Et enfin, un peu, non, c'est 800 km à peu près. Et j'ai dit, ben, il faut une réponse rapidement. Et je dis, ok, c'est bon, je viens quoi. Donc en une semaine, T'avais plié bagage. j'ai plié bagage, je suis parti et voilà. Et c'est comme ça que t'as découvert la chaudronnerie. Et puis après, au fur et à mesure de mon évolution chaudronnier, j'ai passé plusieurs diplômes, plusieurs styles. Enfin, il y a plusieurs types de chaudronnerie, il y a la petite, la moyenne, la grosse, l'aéronautique, le maritime et compagnie. J'ai goûté un peu à tout et puis je suis parti au Canada, où là-bas la chaudronnerie est un métier réglementé. Les diplômes français sont pas reconnus. Donc c'était où je retournais à l'école, où je gagnais le salaire minimum. Et c'était un peu compliqué. À l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent. Il fallait que je travaille pour pouvoir un peu aussi profiter du pays et un peu de la vie là-bas. Et par le plus grand des hasards, je me suis retrouvé dans une boîte de métallerie de luxe. Et puis voilà, c'est comme ça que tout a démarré. Qu'est-ce que la métallerie de luxe? Ben justement, ce qu'on appelle la métallerie d'art ou la ferronnerie pointue. Donc ça pouvait être des rampes d'escalier, des escaliers complètement hors normes, des rampes hors normes. Gigantesque. Voilà, des tables design de fou. J'ai fait tellement des projets là-bas que. Ouais. Mais voilà, et pour une clientèle très aisée. Donc des gens qui ils veulent ça et ça coûtera ce que ça coûtera, mais c'est ça que je veux. Et donc il n'y a pas de limite quoi. Et c'était la folie quoi. J'ai fait des projets, mais. Donc là, tu es rentré en tant que chaudronnier. En fait, en tant que soudeur, mais là-bas, le patron, lui, il cherchait des gens compétents. Ouais. Il s'en foutait les diplômes, les cartes, tout ça. Parce qu'il y a la carte de compétences. Lui, il s'en foutait, ce qu'il voulait, c'était des gens performants. Et comment il a su que tu étais performant? Bon, tu sais, là-bas, il n'y a pas de contrat de travail comme ici. Ok. Si tu fais pas l'affaire, prends tes affaires, barre-toi. Quoi. Oui. Donc c'est facile Donc d'embauche et c'est risque, facile de désembauche, voilà. quoi. Le risque, il n'était pas très élevé pour lui. J'y suis allé, il m'a fait faire. Enfin, le chef d'atelier à l'époque m'avait fait faire une petite pièce, un petit carré. Et puis il me dit, ok, tu commences demain. Voilà, et puis ça s'est bien passé. Mon patron, je l'adorais autant que je le détestais parce que c'était un personnage, mais il m'a beaucoup appris. Puis il avait un sens du business et puis de la présentation. Enfin, il nous vendait, il vendait le savoir-faire de sa boîte d'une manière extraordinaire. C'est super ça. Et, c'était un monsieur qui était lui, issu de pas l'artisanat. du tout. Lui, il était passionné il achetait d'artisanat. du textile pour un grand groupe canadien là-bas, à la base. Son épouse était architecte et un jour elle a eu un projet d'escalier, elle trouvait personne pour le faire et lui c'était l'entrepreneur dans l'âme. Et il a dit on va créer l'entreprise qui fabriquera ce fameux escalier. Et ça a démarré comme ça. Et C'est puis incroyable. et voilà, c'était une expérience magique sur le plan professionnel et humain. Compliqué à gérer parce que il y a beaucoup des grosses pressions. S'il fallait aller travailler un dimanche, on allait travailler un dimanche. Enfin, c'était très particulier. Gros rythme. Voilà, après c'était retour en France, retour en chaudronnerie, dans une boîte qui fabriquait des éléments en tôlerie fine. Donc alors attends, retour en France et retour en chaudronnerie, Voilà. sachant que au Canada, tu avais touché au métier de serrurier métallique. Voilà, exactement. Et Mais puis t'avais pas le diplôme. j'avais pas le diplôme, mais Donc, tu par pouvais contre pas postuler en j'ai France. accumulé une grosse expérience là-bas. Oui, mais tu pouvais concrètement pas postuler en France en tant que Je pense serrurier que dans métallique. une boîte de métallerie simple, sans parler d'une boîte qui fait de la forge par exemple, de par mon diplôme et mon expérience, je trouverais de l'emploi. Enfin, Ouais. je pourrais postuler Ok. sans problème, mais je n'ai pas le diplôme de serrurier Oui. métallier. J'ai pas le CAP de base serrurier métallier. Mais comme je le disais, la chaudronnerie et la métallerie, c'est quand même c'est complètement différent, mais pas tant que ça. Oui. On a les mêmes bases, donc faire un carré, un cadre, un chaudronnier ou un métallier le fera aussi bien, je pense. Et donc voilà, retour en France, retour dans la chaudronnerie, dans une super boîte, une PME, où tout était confort, hein, super atelier, chauffé, un patron cool, pause café tous les jours de 30 minutes au moins. Enfin, c'était vraiment cool. Hein. J'étais très bien payé, j'avais des collègues assez cool.
mais pas du tout de la même génération. On n'avait pas les mêmes centres d'intérêt. Et la boîte n'avait pas vocation à évoluer dans le sens professionnel. Enfin, en tout cas, ils À voulaient. te faire évoluer? Non, surtout eux, enfin, ils avaient leur niche, ils restaient dans leur niche, quoi. Ah oui, c'est les fameux qui te faisaient faire que des escaliers. Non, 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 pas du tout, c'est des pièces en tôle. Ok. Et en gros, si tu veux, ils avaient leur niche, ça Ah marchait ouais. très bien, et je comprends. Hmm. Et donc, Je sais pas chercher ailleurs. je savais que la boîte évoluerait pas techniquement, avec mon métier, ce serait ça si je restais dans cette boîte-là. Oui, et que toi, tu développerais pas de Voilà, nouvelles compétences. voilà. Et un jour, j'ai eu un accident de travail. Et j'ai eu le temps un peu, j'ai passé plusieurs mois à la maison, où j'ai eu du temps pour moi et le temps de réfléchir. Et j'ai dit, ok, je me soigne et je négocie une rupture conventionnelle et je me lance, quoi. Je me mets auto-entrepreneur et puis c'est parti. Je m'étais dit, de toute façon, j'avais du chômage. Tu vois, on est quand même dans un pays super cool à ce niveau-là, c'est que tu touches le chômage, donc tu n'es pas sans rien et tu as le temps de voir si ça peut le faire ou pas, quoi. Donc, une fois que j'ai été soigné, j'ai négocié une rupture conventionnelle à la boîte. Mon patron a compris tout de suite. C'est vraiment quelqu'un de bien. Et on est parti en super bon terme. Des fois, quand j'ai besoin d'une machine qu'ils ont, enfin une grosse machine, ben, il n'y a pas de souci, j'y vais. Enfin, Ah oui. on se sépare en bon terme. Il comprenait ce que j'avais envie de vivre. C'était il y a combien de temps ça? Ben, il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Voilà, ça fera 5 ans au printemps. Et donc dans le but de fabriquer des objets en métal, enfin Des petits objets. des petits objets, des petites tables, des petits meubles. À la base, je voulais vraiment rester dans le petit. Mais ton business model, imaginez, c'était je fais des collections et je les vends ou je fais du sur-mesure quand même? Ouais, si je voulais faire, pourquoi pas de la collection. Enfin, Et dans ce quand je parle, en fait, tu fais de l'avance de trésorerie et tu crées et après tu vends. ouais, ou, voilà, donc il y avait ça. Et à côté de ça, faire du petit objet. Mais à la demande, tu vois, de la pièce unique. D'accord. Donc, je sais pas, tu viens me voir, je voudrais une table basse de telle forme, comme ça, comme ça, comme Ouais, ça. ça c'est ce que t'appelles petit objet. Parce que moi quand je pense petit Ouais, non. objet, je me dis oh une petite grenouille. Après, par rapport à chaque métier, je pense Oui, que voilà, l'échelle du c'est ça. petit est différente. Mais voilà, en gros, je voulais faire ça. Et je me suis vite rendu compte que ça allait être compliqué d'en vivre. Que j'aurais l'opportunité d'en faire. Et que pour me dégager un salaire et enfin, pouvoir vivre normalement, je pouvais pas continuer à faire ça. Donc, ben, grâce à ici mon travail et des rencontres que j'ai pu y faire, j'ai été amené à bosser sur des gros projets d'agencement, des trucs plus ou moins gros, et c'est là que je me suis rendu compte que c'était sympa aussi et que je pouvais en vivre. Voilà, donc là, réorientation complète. Ok, on va faire de l'agencement, on va faire de la métallerie, entre guillemets, la pure métallerie, donc des escaliers et tout. Sauf qu'en fait, ben, ça dépend des gens qui tu travailles, quoi. Et moi, j'ai la chance d'avoir rencontré des architectes super cool, enfin qui font des projets, qui sont cool et qui font des projets cool. Donc finalement, chaque projet est unique et c'est toujours des belles pièces. Enfin, c'est toujours un peu pas du ultra haut de gamme, mais c'est une clientèle qui est assez, qui a bon goût et qui a quand même un peu de moyens. Donc c'est comme toujours des projets assez sympas. Cette phase de réflexion du business model, elle est arrivée quand? Assez vite parce que ben, j'étais déjà papa à l'époque. Donc je me rendais compte que j'allais pas dire à mes enfants, bon bah les enfants, papa il s'éclate à faire des petites tables et des Mais petits vous avez luminaires. mangé des pâtes. Et ben voilà, donc assez rapidement je me suis rendu compte que ça allait pas, ou j'avais un réseau pour en distribuer énormément, ou alors je changeais de truc. Et puis il y a aussi des choses qui se sont passées ici mon travail, c'est qu'à l'époque il y avait Pierre Verger qui était le Fab Lab Manager, qui est aussi artiste, qui avait vendu puis finalement une grosse sculpture et puis une table bibliothèque sur mesure, assez haut de gamme et assez cool, qui m'avait dit dès le départ, en gros il était venu me voir, c'est bon j'ai vendu ça, c'est toi qui les feras. C'était une super expérience, que ce soit professionnel, parce que techniquement c'était assez cool comme pièce, et puis humaine, parce que on a charretté ensemble et tout, c'est une belle histoire. Et c'est là aussi que je me suis rendu compte que c'était vraiment cool, dans le sens où je retrouvais presque ce que je vivais au Canada, c'est-à-dire on se rémunérait très, très honnêtement. Je vais pas dire qu'on s'était gavé, parce que non, mais on se rémunérait de manière très très cool. On faisait une pièce unique,
Il y avait de la recherche et de développement. la recherche, techniquement on a dû se poser plein de questions, c'était c'était quelque chose qui avait jamais été vraiment Ouais. fait, donc on a dû trouver plein de solutions sur les fixations, sur comment passer l'alimentation électrique dans les... Enfin soit. Et c'était vraiment un chouette projet, et donc c'est là aussi que je me suis rendu compte que c'était là-dessus qu'il fallait miser, parce que je m'amusais, je pouvais en vivre. Je trouve ça très intéressant que aies eu cette force mentale. Ouais, si, cette force mentale de dire j'ai pas créé mon entreprise pour ça, mais j'ai su me réinventer parce que être artisan, c'est aussi être rentable. Et je le dis parce que, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, j'ai déjà eu des débats avec, avec des gens qui me disaient mais la croissance pour l'artisan, ça n'a aucune importance. Je suis pas d'accord. Enfin, certes, c'est votre passion, Mais la passion remplit pas le frigo en fait. Exactement. Exactement. Je suis complètement d'accord et je trouve ça très triste qu'il y ait des gens qui se disent non, mais mon talent n'est pas fait pour faire de l'argent. Ben, en fait, il y a une réalité des choses. Je suis désolée, mais si tu vends pas ton talent, en fait, tu ne vis pas. Et si tu ne vis pas, tu peux ne pas faire ton talent. Bah oui. Donc, je trouve que tu es une très belle preuve qu'on peut faire ce qu'on veut, parce qu'au final, tu continues de t'éclater, mais en réinventant son modèle économique et en se réinventant sans réinventer qui tu es en fait. Alors, on va pas se mentir, il y a des projets aussi que... Enfin, pour avoir les parties, on va dire, chouettes et cool, on doit aussi faire une partie qui est moins... Mais Enfin, bien sûr, pas moins noble ou quoi, mais moi, sur des projets, là par exemple, je suis en train de je bosse sur un projet avec des potes à moi qui ont une boîte de menuiserie. Il y a 2 pièces, on va dire, excitantes dans le projet, mais pour avoir ces 2 pièces-là, il a fallu prendre un autre lot, on va dire, 2 pièces qu'on verra même pas, on verra même pas les pièces. En fait, c'est habillé complètement, c'est-à-dire ou des cloisons, alors c'est habillé de bois. Et bon, c'était techniquement assez chouette, mais par contre, j'en aurais aucune satisfaction de dire, Ah, c'est à moi. ben, pas forcément, mais ouais, enfin voilà ce qu'on fait quoi. Oui. Parce que tout est caché, absolument tout. Et En fait, il cache la c'est structure avec du bois. ouais, exactement. Et ou du tissu, ou enfin. D'accord. Et par contre, il y a j'ai peut-être 3 pièces, 4 pièces qui seront enfin, il y a 2 tables par exemple, il y a un luminaire et d'autres choses, mais 80, 80% du projet en fait est caché et c'était pas quelque chose de oh, c'est trop cool De de faire ça. transcendant à faire. Voilà, mais pour avoir les parties, la récompense finalement, pour moi en tout cas, c'est ce que je vais faire là avant les vacances là. Enfin, et même après, parce que finalement on a pris du retard, mais ça va être pour avoir ces belles pièces là, il a fallu aussi accepter de prendre des pièces entre guillemets moins chouettes à faire, mais rémunératrices. Et ça t'amène à faire ces pièces-là où maintenant je vais m'éclater techniquement. Bah oui, mais pour moi, c'est la réalité des choses. Mais ouais, mais il faut être réaliste, hein. Mais il y en a qui persévèrent et qui réussissent de ne faire que ce qu'ils aiment et ils arrivent à en vivre. Alors après, il y a aussi les exigences que chacun a. Il y en a qui ont un mode de vie Bien sûr. qui correspond tout à fait. Si tu vis tout seul et que tu voyages pas et que ça t'intéresse pas et que tu n'as aucune dépense dans ta vie perso, Voilà. ben fais ce que t'aimes. Mais Après, 100%. après il y a aussi, enfin moi j'ai des envies qui font que ben, si tu gagnes pas un minimum d'argent, ben, ouais, voyager typiquement, ça coûte un peu d'argent si tu veux le faire dans des bonnes conditions. Puis ben pareil, quand tu as 2 enfants avec toi, tu peux pas te dire tu pars avec ton sac à dos et puis on verra où on dort quoi. Donc tout ça, ça a un petit coût. C'était aussi assez clair dès le départ. Avec mon épouse, j'en avais parlé avec elle que c'était en gros si je voyais que je pouvais pas maintenir notre niveau de vie que j'avais avant en me mettant à mon compte, assez vite c'était clair dès le départ, j'arrêterais. Tu l'as dit, j'ai moi, tel deadline pour trouver mon modèle économique et être j'ai eu de rentable. la chance, c'est que assez rapidement, on a pu presque réatteindre ce niveau-là. Enfin rapidement, tout est relatif, mais en 2 ans, on va dire, j'arrivais en tout cas à en vivre de manière décente et on a pu partir en vacances et faire des choses. Pour toi, c'est de la chance. Pour moi, c'est pas de la chance. Je sais pas, il y en a qui mettent beaucoup d'énergie et je pense que c'est une question de rencontre et de réussir à se faire un petit réseau assez vite. Et si un peu, je pense qu'il y a un facteur, enfin pas un facteur chance, Mais il mais n'y a pas qu'un facteur chance. Il y a un facteur de tu t'es remis en question et
un de tes objectifs dans cette création de boîte, c'était être rentable, et tu t'es remis en question. Et pour moi, ça, c'est pas de la chance. Tu acceptes, dans un projet, acceptes de travailler parfois 80% pas intéressant et 20% intéressant, parce que derrière, tu as une vie perso et que tu as envie de subvenir à ta vie perso. Enfin, Ouais, mais pour moi, c'est après, pas de la chance, c'est c'est un choix de savoir vie faire aussi. des concessions. Oui. Et chacun fait l'artisanat comme il veut, mais Ah ouais, non, c'est clair. je... Après, moi, je juge pas, hein, et je trouve, Non, moi non plus, je vais mais... pas dire que je trouve ça louable ou noble, mais après, qu'il y ait une personne qui se prenne pas la tête en disant, bah, c'est pas grave si ce mois-ci je gagne entre guillemets rien, bah, c'est pas grave. Enfin, je trouve ça aussi, c'est tout à fait, enfin, c'est honorable et ok, ben, c'est ton choix de vie, quoi. Après, moi, dès le départ, c'était clair et net, Voilà. si c'était pour, oh, je fais ce que j'aime et puis je vis d'amour et d'eau fraîche, bah non, en fait, parce que déjà, premièrement, c'était pas possible. Mm. Et puis ça me correspondait pas, c'était pas du tout un choix de vie qui me correspondait. Mm. Je trouve ça... Mais je trouve que c'est un sujet... Je trouve que c'est un sujet important à aborder parce qu'on s'y... Enfin... Et du coup, ça emmène à une autre question dont on a parlé tout à l'heure. C'est que lorsqu'on est passionné, il faut quand même trouver un équilibre vie pro, vie perso. Et du coup, bah, je te pose cette question. Toi, comment tu as fait justement pour trouver cet équilibre qui, de ce que je comprends, est très important pour toi? Alors, ça, par contre, ça a été plus compliqué à trouver. Vraiment, j'ai mis longtemps. Qu'est-ce que tu appelles longtemps? Je vais être très franc, ça fait que quelques mois que j'arrive à le trouver. En fait, il y a eu un élément déclencheur qui m'a permis de le trouver, c'est que j'ai enfin accepté de me dire, ok, je peux plus gérer tout seul, je peux plus avoir la main mise sur tout, et il faut que je délègue ou que je me fasse aider. Et ça a mis, c'est pas une question de d'ego ou quoi que ce soit, mais c'était une question aussi, je paniquais, je me disais, ouais, mais si jamais je prends quelqu'un avec moi, il faut faire du chiffre parce que ben, il faut payer cette personne. Et c'était très compliqué. Et puis en fait, il y a eu un élément déclencheur, c'est qu'un jour, on a une conversation avec un pote, j'étais auto-entrepreneur encore, qui me disait, enfin, il y a un moment, évolue aussi. Et bon, je peux être grossier. Bien sûr. En gros, on buvait un verre, c'était pour le départ d'un pote, un pote d'ici Montreuil, qui était vraiment pote, et qui est parti aux États-Unis, et puis on faisait son pote de départ, et il me dit, à un moment, bon, on avait quelques bières aidant, il me dit, bon, bah maintenant, il faut, enfin, porte tes couilles et deviens un homme, monte ta boîte, putain. Et ta vraie boîte, genre pas autant de Ouais, reste pas auto, ouais. quoi. Et en fait, et puis, ben, j'y pensais, hein. Ça faisait déjà longtemps que j'y pensais. Et j'ai fait ok, d'accord. Enfin, moi j'étais pas pété pour le coup, et enfin lui non plus, mais et ouais, dès le soir même, ça a cogité quoi, en me disant bon, 2 semaines plus tard, on était confinés. Donc là, je fais waouh, grosse réflexion, grosse. T'oublies un peu en fait, t'as le confinement qui passe, nous c'était compliqué de bosser parce qu'on n'avait pas, il y avait beaucoup de nos prestataires, que ce soit notre peintre, enfin mon peintre, mon vitrier, en matière on n'avait pas tout ce qu'il fallait, donc c'était un peu compliqué de bosser. Donc j'ai même, moi le premier confinement j'ai pas bossé en fait. J'ai fini un projet avec ce que j'avais et puis après, retour à la maison, c'était, j'ai pas honte de le dire, mais c'était un grand moment pour moi, très agréable. Et c'était l'élément déclencheur. Une redécouverte de la C'est vie le de famille. confinement, en fait, c'est waouh, c'est tellement chouette d'être chez soi avec ses enfants, de passer des bons moments, de pas être juste là au moment où il faut devoir manger, laver, coucher. Les contraintes, quoi. Et en gros, c'est deux choses. Donc c'est cette claque de mon pote qui m'a dit ok, évolue. Et puis le confinement qui s'enchaîne en me disant waouh, c'est trop bien en fait, de rien foutre. Et là je suis grossier, mais en gros, moi j'ai commencé l'apprentissage, j'étais ado, et j'ai jamais eu de période creuse. Et je me plains pas, hein, c'est très, je sais que je suis chanceux et que c'est cool, mais et là de te dire ok, je suis pas en retard sur un projet, je dois pas gérer cette commande, et juste se dire ok, ben t'attends juste qu'ils te disent un jour dans une conférence de presse, ok, c'est déconfiné, on retourne à une vie de travail en tout cas.
Et moi, j'ai vécu ce confinement parce que déjà, premièrement, j'avais eu de la chance d'avoir fait deux trois projets qui m'avaient donné un petit coussin et de me dire, ok, je peux revenir. Et puis, il y avait l'aide de l'État en plus. Enfin, c'était assez cool pour moi parce que de toute façon, on ne dépensait pas d'argent, donc tu n'avais pas de frais. Ici, mon travail, ils nous avait fait un geste sur l'abonnement pendant tout le confinement, on payait moins cher, donc c'était vraiment cool. Donc, moi, j'ai vraiment kiffé. C'est, ça peut paraître fou, mais moi, Épiphanie, un peu une moi, épiphanie pendant le confinement. voilà, exactement quoi. Moi j'ai ultra kiffé. Reprise donc déconfinement, on retourne au taf et tout. Et puis là, ben, je dis ok, je monte ma boîte quand même, on y va. Et puis Donc ça, c'était en juin. en juin, et puis il y avait Andrea qui est mon apprenti, qui lui faisait un apprentissage en CAP ébénisterie avec Boys in the Wood, qui sont des potes et des très bons clients à moi. Et Andrea avait déjà bossé plusieurs fois avec moi, parce qu'on fait souvent des projets communs. Bah, typiquement l'appartement sur lequel je te parlais, avec les 80% de trucs Mm. pas cool, bah, c'est avec eux que je le fais. Et lui, il arrivait à la fin de son CAP, il savait pas quoi faire en septembre. Et un jour, je lui dis, bah, tu vas devenir mon apprenti. Et puis moi, je lui ai balancé ça comme ça, sauf que lui, il a pris au premier degré. Et puis quelques jours plus tard, il vient me voir en me disant, mais t'étais sérieux et tout, parce que moi, je serais vachement intéressé de faire mon apprentissage avec toi. Et puis ben, je dis ok d'accord c'est bon en septembre. Bon finalement ça a décalé un petit peu parce que l'administratif a fait que. Mais ça y est, maintenant c'est mon apprenti. Et donc depuis le déconfinement, moi j'avais décidé à la reprise, j'avais dit c'est fini, je m'embarque plus dans les charrettes. Maintenant, ben désolé, il y a une réalité de calendrier qui fait que non, je vous promets. Si vous me demandez la pièce pour cette date, et si j'ai dès le départ conscience que c'est pas jouable, au début, tu as toujours tendance à dire ouais, 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 pour avoir le projet. Et maintenant, bah, je préfère dire non. Et puis après, aujourd'hui, les gens, s'ils veulent vraiment bosser avec moi, bah, ils patientent. Sinon, ben, je suis désolé, mais moi maintenant, enfin, j'ai plus envie de bosser jusqu'à 22h30, 7 jours sur 7 ou 6 jours sur 7, de pas voir mes enfants, pas voir ma famille, puis finalement, ben, tu profites pas non plus. Donc, moi, depuis le déconfinement, en gros, je t'avoue que je fais T'as ralenti. pas ralenti, je suis plus organisé. Et puis ben, maintenant, c'est pas que j'impose mes dates, mais si je sens que c'est pas jouable, ben, ou je trouve quelqu'un qui m'aide à le faire, ou bien ben, je préfère refuser quoi. Un autre sujet qui est très intéressant, c'est savoir dire non. Parce que savoir dire non, Ben, c'est compliqué de dire non. c'est très compliqué, mais il n'empêche que dès que tu arrives à dire non, en fait, tu te fais du bien. Mais je pense, ouais. Et tu... Alors, moi, je suis très charge mentale. Je suis convaincue que c'est un truc qui existe. Et en fait, de savoir dire non, c'est d'alléger sa charge mentale et que quand tu travailles sur un projet, t'es beaucoup plus à fond. Je sais pas comment tu le ressens, mais moi, je sais que quand j'arrive à dire non à un projet, les projets auxquels j'ai déjà dit oui, je suis beaucoup plus motivée en me disant je sais que j'ai le temps et je vais y arriver. Mais si je dis oui à tout, en fait, c'est limite contre-productif parce que je fais un blocage psychologique et je me dis mon Dieu, j'aurai jamais le temps et en fait, je suis beaucoup moins efficace. Dire non si c'est un peu compliqué, par exemple, on va dire dans une période un peu particulière, et que quand tu as un projet qu'on te propose et que tu sais que tu peux avoir, aujourd'hui c'est dur de dire non dans le sens où tu te dis ok j'ai ça aujourd'hui, mais dans 6 mois est-ce que j'aurai encore du travail. Donc Oui, il y a la aujourd'hui je préfère réalité économique, quoi. je préfère jouer carte sur table, je dis pas non, mais je dis bah voilà, écoutez, à la date que vous aimeriez avoir votre pièce, c'est pas jouable, mais par contre à cette date-là, c'est jouable. Donc je préfère la jouer comme ça. Dans 80% des cas, ça passe. Les gens comprennent. Et surtout qu'aujourd'hui, tu as quand même une fidélité qui s'est créée avec plusieurs de mes clients à moi ou des gens qui ont fait des collabs. Donc, Tu vois, je te coupe, mais je suis sûre que c'est bénéfique aussi pour toi et ton image, parce que ça montre qu'en fait, tu as d'autres clients ouais. qui te font confiance et que tu as un calendrier avec d'autres commandes. Et en fait, je trouve que quand on dit oui, mais je suis pas dispo parce que je travaille sur d'autres projets, on va se dire ah ok, je suis pas le seul à lui faire confiance, donc je vais lui laisser le temps. Ouais, je pense. Puis, on a une conversation souvent avec un ami à moi en disant que c'est aussi la surcharge de travail, c'est aussi un moyen de faire couler une boîte. Bien sûr. Parce que ou alors tu vas y laisser tes plumes et après derrière tu auras plus d'efficacité,
Ou alors il va y avoir un problème et ton client va pas être satisfait. Et à un moment, sinon, tu n'arriveras pas à tout rendre en temps et en heure, tu vas te ramasser des pénalités. Enfin, donc, Bien sûr. c'était. Mais j'ai mis presque 4 ans, hein. Mais c'est très difficile. C'est très difficile, justement parce qu'il y a cet enjeu économique où tu te dis, je sais pas, enfin, t'es tout seul, tu sais pas où tu seras demain, donc il faut dire oui à tout parce que tu sais pas où tu seras demain. C'est clair. Enfin, mais c'est le cas de tout le monde, hein. D'un freelance consultant qui va prendre plein de clients et qui au final n'aura pas le temps de répondre Ouais. à tous les clients et les clients Ah, seront mais je pense que. mécontents. Excuse-moi. Je pense que c'est. Mais ça, c'était la partie la plus. C'est ce que j'ai mis le plus de temps à comprendre et à réussir à mettre en place. Et qui a eu un énorme bénéfice sur ta vie perso. Ah, je pense, ouais. Oui, oui, clairement. Donc aujourd'hui, tu travailles plus les week-ends. Non, et c'est. Bon, après, c'est drôle parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent en me disant: oui, mais pourquoi vous avez arrêté? Je voulais encore faire une formation et tout. Et je leur réponds franchement, je dis: ben, désolé, en fait, mais. Alors, souvent, les gens comprenaient, franchement, quand. Souvent, des gens qui faisaient le niveau 1 avec moi me disaient: je voudrais faire le niveau 2. Je dis: bah, il n'y a plus de place, parce que puis c'est fini, on n'en remet plus. Et quand je leur expliquais, ma réponse était simple. Je disais: ben, vous êtes là pour prendre un bon moment. Et ben, en fait, je voudrais aussi pouvoir prendre des bons moments. Et à force de faire des formations, je suis jamais chez moi le samedi. Puis mes enfants en fait grandissent et j'ai pas envie de me rendre. J'ai pas envie d'un jour de leur dire: bah, vous partez à la fac ou dans une école et puis je vous ai pas vu grandir, quoi. Donc ouais, c'était aujourd'hui. Ouais, moi je vais peut-être gagner un tout petit peu moins d'argent, mais finalement je rentre chez moi tous les soirs, je dîne avec mes enfants. On a un moment agréable et pas uniquement le moment où il faut se brosser les dents, aller au dodo. Mm. Voilà, le samedi, je fais des trucs normaux en fait. Je suis pas en train de bosser et tu vois, c'est des trucs simples. Mais tu vois, typiquement, samedi, je suis allé acheter un sapin de Noël avec ma fille et, et je me disais: ouais, en fait, t'imagines si j'avais fait une formation, en fait, ben, j'y serais allé, je serais rentré vite En fait, speed. en speed, on serait allé viens, on va acheter un sapin, et puis, tu sais, genre, je fais mon devoir, je te fais plaisir, tu vois. Non, là, c'était cool, tu vois, on est parti, tranquille, t'es chill, Oui. t'as le temps de choisir, tu choisis, tu veux lequel, je suis là, ok, tu vois, non, enfin. Oui. Et j'ai une vie, aujourd'hui, j'ai une vie, on va dire, normale, en fait. C'est comme si j'étais salarié, mais avec un peu plus de responsabilité, c'est sûr, mais après, je dis pas que quand je passe la porte de chez moi, je pense plus au travail, ça c'est impossible, parce qu'il y a aussi le fait des gens qui comprennent pas, qu'il est 19h30 ou 20h, et qui t'appellent, ou qui t'appellent un samedi à 7h30, ou qui t'envoient un mail le dimanche et qui te disent le lundi: vous m'avez toujours pas répondu, le lundi à 9h. Mais ouais, en fait, sauf que c'est le week-end, tu vois, donc je te réponds lundi, quand j'ai le temps. Mais il y a encore cette image aussi un peu enfin, les artistes, on m'a déjà dit, hein, des gens qui me disaient: ah, mais enfin, les artisans, c'est un truc de 7 jours sur 7. Ouais, non, en fait, non, non, non. C'est un préjugé. Et c'est un préjugé. Après, je te dis pas que si un jour vraiment il y a une galère sur un chantier ou vraiment Non, un mais truc, bien sûr. bien sûr que s'il faut que je vienne un samedi, je le ferai et je me sentirai obligé de le faire par, par principe et pour répondre aux attentes de mon client. Mais en étant un minimum organisé, je pense que. Mais moi, c'est des trucs. Franchement, je m'en cache pas, c'est le truc le plus compliqué. Enfin, c'est ce que j'ai le plus de mal à accepter et à mettre en place, c'est de ok, il est vendredi, il est 17h30, stop quoi. Enfin, Rentre chez moi. rentre chez toi. L'anecdote, tu sais laquelle tu veux raconter? Je t'avoue, j'y ai pas réfléchi. J'en ai, mais elles sont glauques. Ouais, tu m'as raconté celle du bras, machin. Bof. C'est une anecdote. Peut-être une anecdote sur un projet que vous avez fait en collaboration, qui a eu une tournure un peu particulière avec Simon Treuil. Ah ouais, j'en ai une. J'ai une anecdote qui est assez, qui aurait pu être dramatique, ça s'est vachement bien fini finalement. Mais donc je bossais avec un artiste, il avait vendu une énorme sculpture lumineuse. On a eu quelques petites galères techniques sur. En gros, c'était une pièce avec des cintres. Et on trouvait pas la machine. Des Des arrondis. Ah Un cintrage.
Elle était cintrée et Elle était grosse? elle faisait, ouais, je pense qu'elle devait faire en diamètre pas loin des 6 mètres. C'était une suspension, elle était à 6 mètres de haut. Et après, tu avais des éléments qui faisaient plus ou moins 2 mètres. Enfin, en gros, ça représentait un schéma électronique en 3D. Enfin, c'est tout. Ouais. C'est de l'art contemporain, mais Oui. enfin, Tu connais le poids? c'était assez léger. C'était que des tubes. Enfin, Ok. non, c'était lourd en fait. Ça devait faire au final 150 kilos. Ok. Donc, parce qu'en gros, il y avait de la lumière intégrée, elle faisait du son. Voilà. Ah oui. Non, c'était vraiment. Gros truc. C'était une grosse pièce, ouais. Donc, on a eu des petits retards. On a dû chercher des solutions, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, c'était quelque chose qui n'avait jamais été fait. Donc, on a eu plein de surprises. Mais on a toujours trouvé une parade, on a toujours trouvé une solution technique. Donc, à la fin, on était un peu à la bourre, très à la bourre même. Et on a charretté tous les deux, donc ouais, des soirées entières jusqu'à 22, 23 heures. Et à la fin, on a fait du non-stop, quoi. Je crois on est resté ici, finalement, tout bout à bout 3 jours, sans sortir de l'atelier. On mangeait en fait, notre alimentation, c'était des BN et du Red Bull, quoi. Voilà. Et la dernière nuit, il s'est blessé. Il s'est coupé la main avec une meuleuse. Mais grave, non, il a pas perdu Non, le doigt. non, ça allait. C'était impressionnant. Et lui, il était en mode blanc comme un linge. J'ai cru qu'il allait tomber raide. Il me disait non, mais Faut continuer. il faut continuer. Faire sans moi. Ouais. Il faut sauver le soldat Ryan. Ouais, donc, ça aurait pu être dramatique quand j'y pense. Mais, enfin, on lui a fait faire un espèce de. garrot. On ne trouvait pas la boîte à pharmacie. Oh là là. J'avais fait un espèce de bandage avec du chiffon, du scotch de peinture. Enfin, c'était n'importe quoi. Et il me dit, et je le vois encore, il était sur une chaise, Ouais. le bras dans l'évier, comme ça. Et il disait, tout blanc, il me disait, continue, Continue. ça doit aller à la peinture. Continue d'abord. sans moi, Julien. Voilà. Donc moi, je finis la pièce. Après, au petit matin, les premiers résidents d'ici Montreuil sont arrivés. Et il y en a qui ont dit, non mais, vos urgences, quoi. Enfin, et là, c'était le moment solidaire, quoi, vraiment. Il y a Roméo qui est ébéniste, qui prend une machine du métal, quoi, qui m'aide à faire les finitions. Enfin, tout le monde, il y a Marion qui vient nous aider. Enfin, tout le monde s'y met. Marion, elle est bijoutière. Bijoutière, ouais, il y avait Marion, il y avait Roméo, il y avait Eric qui nous a filé un coup de main, enfin Eric de Boys in the Wood, enfin c'était un grand moment très cool. Voilà, Pierrick lui était à l'hôpital, donc finalement il s'est fait recoudre et tout, c'était pas si grave que ça. Enfin, c'est impressionnant parce que la peau avait genre brûlé, mais il rentre, donc tout est chez le peintre, on est prêt. Là, le chantier chez les clients prend du retard et on a posé 2 mois plus tard. Donc pendant ce temps-là, nous on a profité un peu on est parti en vacances, on est passé sur d'autres projets, et puis un jour le client appelle, ah vous pouvez installer à tel moment, quoi. Donc ok, d'accord, là Pierrick va faire imprimer les plans à l'échelle 1 pour donner aux plaquistes. En fait il fallait d'abord que les maçons nous installent les structures sur la dalle béton, avec des câbles au cas où pour s'il y avait un problème, que le faux plafond tombait, enfin c'est obligatoire. La sculpture était reprise à des ancrages. Et après, il y avait un faux plafond avec des trous bien spécifiques pour passer tous les câblages électriques pour l'alimentation en lumière et le son. Enfin, soit. Donc il y avait des perçages plein le plafond, c'était un truc de dingue. Sauf que le temps qui avait passé, 2 mois et tout, enfin Pierrick s'est trompé dans les fichiers. Et il a donné le fichier vu du dessus de la pièce à la place du fichier vu du dessous. Donc en gros, ils ont mis le plan au sol pour reproduire tous les ancrages et tous les perçages, ils nous ont fait tous les trous. Et quand on est allé installer de nuit, parce que c'était un lieu où il y avait énormément de passages, il y avait à peu près 1000 ou 1500 personnes qui passaient dans l'entrée de ce bâtiment, donc on pouvait y aller travailler que de nuit. Et après 2 pièces, on se rend compte que, je dis, il y a un problème, enfin, j'ai l'impression que les pièces sont pas bien droites, quoi. Et puis à la 3e pièce, on se rend compte que ouais, ça marche pas, il y a aucun trou qui correspond. Enfin, au début c'était simple, c'était comme des U, tu vois. Donc tu peux dire bon. Ah ouais. Et à la 3e pièce, on se rend compte que non, il y a un problème. Donc là, il descend de l'échafaudage. Et là, il fait non, j'ai pas fait ça. Ah. Et là, on se regarde. Ah si. Merde. Elle est faite. Voilà. Oh Donc là. là, j'ai cru qu'il allait tomber là. Re-accident, tu vois. Oh, putain. Donc on a démonté les échafaudages et tout. Et puis là, le moment où t'appelles le client à 1h du matin, quoi. Pour lui dire on peut pas installer, il y a un problème, quoi. Oups.
Et puis là, on rentre, on est revenu ici, on décharge du j'ai moi, je l'ai pas bien non plus. Enfin, Oui, tu t'es là, investi. là, le gars, le maître d'œuvre nous dit que c'est à peu près 17 000 € pour tout refaire. Je fais, non, on n'a plus cet argent. On l'a pas en fait, tu vois. Bon, et là, tu te rends compte qu'il y a vraiment des gens chouettes, très chouettes. C'est le pilote de chantier à qui on avait sympathisé. Il dit écoutez, les gars, c'est pas grave. Il y a encore 200 bonhommes qui travaillent sur le chantier. Je vous mets une équipe dessus, ils vont refaire quoi. Et ah ouais, lui, on lui a payé un coup, autant dire. Et il nous a remis une équipe. Bonne grosse bouteille de champ. Et on a dû y retourner. On a dû retourner 3 semaines plus tard. Réinstaller, même pas 3 semaines. Parce qu'en fait, on y allait nous-mêmes, on a fait quelques modifs. Après, ils ont rebouché tous les trous. Enfin, c'était chambé. Et les gars ont vraiment géré sur ce coup-là. Ouais, on leur demande. Mais voilà, donc la petite anecdote. Juste la petite erreur d'inattention, Ouais. tu vois. Genre, tu inverses 2 fichiers. Putain. Et les conséquences que ça pourrait avoir derrière. Bon, ça en est bien sorti, ça s'est bien passé, c'est installé, c'est beau. Vous en êtes sorti grâce à la solidarité. Ouais, c'est ça, exactement. C'est dingue. Voilà. Mais oh là là, mais tu dois tellement t'en vouloir. Enfin là, c'est une anecdote, c'est entre guillemets son erreur, mais on était tous responsables dans l'histoire. On a tous fait des erreurs, on en fera tous encore. Mm. Enfin, il y a un moment, malheureusement, on est humain, on n'est pas des robots encore et on se trompera tous. Mais les erreurs créent des opportunités. Exactement. Et les échecs aussi d'ailleurs. Exact. Comment vois-tu l'avenir de l'artisanat? Bien, enfin, je pense ça va être. Je suis assez mitigé. Ah, très intéressant. Aujourd'hui, c'est une tendance. Mhm. L'artisanat, clairement, le fer. C'est un peu. Je veux pas passer pour le vieux réac. C'est ton métier de base, donc tu le défends. Mais aujourd'hui, il y a un peu de tout dans l'artisanat. Il y a des gens qui pensent que c'est simple de se réorienter, qui lâchent tout en se disant je vais devenir ébéniste, métallier, maroquinier, que sais-je. Et c'est souvent ces gens-là qui font ça, soi-disant par passion, qui décrédibilisent le plus les gens qui le font bien. Alors, je dis pas que aucune personne qui fait. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui font des reconversions qui le font bien et de manière structurée et professionnelle. Et il y en a qui s'improvisent à base de tutos et qui s'autoproclament artisans de je ne sais pas quoi, enfin de n'importe quelle branche. Donc il y aura un moment, je pense, à l'époque je pestais contre les cartes de compétences au Canada, justement. Mais avec le recul, je me dis que c'est très bien. Aujourd'hui, tu veux te revendiquer artisan, je sais pas moi, maroquinier. Ben, t'es réellement maroquinier. Donc tu sais réellement ce que c'est ce métier et t'es pas une espèce de charlatan qui va... parce qu'après on aura trop vite tendance à mettre tous les artisans dans le même sac. Et il faut faire attention aujourd'hui. Je pense que donc il a un bel avenir parce que c'est aujourd'hui on a aussi un regard moins... comment expliquer? Dévalorisant. Dévalorisant. Avant c'était vraiment... t'es artisan parce que tu peux faire que ça. Et justement, c'est quand je suis arrivé au Canada que je me suis rendu compte de cette avance qu'ils avaient sur nous. Parce que tu pouvais. En gros, mon épouse elle vient du milieu universitaire. De fil en aiguille, j'en suis venu à fréquenter son réseau à elle, qui était un réseau de personnes. Comment dire? On n'était pas entre guillemets de la même classe sociale. Bien sûr, ouais. Voilà. Et il n'y avait pas cette espèce de ah, toi, t'es métallier, quoi. Et je trouvais ça super cool, quoi. Je me disais, j'ai jamais eu honte de ce que je faisais, mais des fois, t'as vite. Alors là, je vais balancer sur ma belle-mère, tu vois, mais. Qui sûr qu'elle écoutera pas. Elle peut écouter, de toute façon, c'est pas grave. Mais à l'époque, elle s'opposait presque à notre mariage, parce que j'étais pas avocat ou médecin. Oui, tu faisais pas un métier de... Exactement, je faisais pas un métier noble ou je sais pas. Et c'est justement c'est ce que je trouvais très cool au Canada, c'est que tu n'avais pas cette espèce de clivage métier manuel et métier intellectuel. Et ça, je le vivais. Enfin, après, je l'ai même mal vécu en France, mais tu as quand même toujours cette espèce de ok, on n'est pas du même monde, quoi. Ouais, on en parlait beaucoup avec Elise sur la dévalorisation de l'intelligence des mains. Ouais. Je suis 100% d'accord. Et je suis 100% d'accord sur le fait que on est de plus en plus en train de se dire ah mais en fait, l'artisanat n'est pas une voie de garage. Ouais, et moi je
je l'ai pris cette voie-là pour, entre guillemets, fuir de chez moi. Ouais. Mais en gros, j'avais les compétences pour faire autre chose. Mm. Moi, C'est un choix. c'est un choix, c'était quelque chose parce que ça me permettait de devenir indépendant rapidement. Mais je pense que c'est même pas je pense, j'avais les capacités pour faire d'autres études. Je l'ai pas choisi, j'ai pas emprunté cette voie-là. Mais de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, si tu veux tu veux monter ta boîte, que ta boîte fonctionne et que tu puisses en vivre, ben, il faut réfléchir un minimum quand même. Et si tu veux développer ta boîte surtout. Donc c'est pour ça que ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Ça change. Je pense que c'est aussi générationnel. Mais regarde à ici Montreuil. Je pense que 80% des gens ici sont en reconversion professionnelle. Et ont fait des belles études. Enfin, c'est ce que nos parents auraient dit en tout cas. Exactement. Et souvent, ils ont fait des études pour faire plaisir à leurs parents. Et aujourd'hui, ils se retrouvent ébénistes, métalliers. Donc voilà, c'est vrai que... C'est très intéressant ton premier point sur la reconversion peut faire du mal à l'artisanat. C'est une vraie problématique. On en parlait avec un artisan, et je crois que c'était un céramiste. Et je lui disais, je pense que c'est Corentin Brison, qui est céramiste et qui publie beaucoup de vidéos Instagram où il est en train de faire du tour. Moi, j'ai déjà fait de la céramique plusieurs fois, j'ai déjà fait du tour. Et je lui réponds à sa vidéo et je lui dis bon sang, tu nous fais une vidéo où tu fais 3 fois le même objet. Moi, mon geste, je sais pas ce que je fais, mais je le subis, quoi. C'est ça, je subis mon geste. Et il me dit, je pense que c'est la définition de l'artisanat, c'est de savoir exactement le geste que tu dois faire pour avoir le résultat que tu veux. Et pour moi, c'est une définition très vraie. Pour moi, tu es artisan à partir du moment où ton savoir-faire te permet de faire exactement ce que tu as dans ta tête. Où l'intelligence de tes mains te permet de créer exactement ce que tu as dans ta tête. Moi, elle ne me le permet pas. Ma main n'est pas assez intelligente pour faire, quand j'imagine quelque chose, pour le réaliser. Je prends l'exemple de la céramique parce que j'en ai fait plusieurs fois. J'ai toujours subi l'action de ma main sur la terre. Un vrai céramiste, artisan, fait subir à la terre, son geste. Je comprends. Je pense que c'est à peu près pareil dans tous les métiers. Hein. Et je pense, tu vois, c'est pour ça que je pense que la définition de l'artisanat, c'est à partir du moment où ton savoir-faire te permet que l'intelligence de ta main mette en forme ton intelligence intellectuelle. Tout à fait. Et je suis complètement d'accord sur le fait qu'il y ait des artisans qui se reconvertissent, qui n'aient pas cette notion de... c'est pas parce que tu as pris des cours que tu sais. L'intelligence de la main, ça met des années à acquérir. Moi, je me rendais compte souvent, c'était le samedi quand je donnais des initiations, où je les appelais les spécialistes tuto. Il y avait toujours une personne ou deux dans le lot qui disait « Oui, mais moi j'ai vu un tuto, machin. » Ok, d'accord, fais ce que ton tuto te disait, tu vois. Sauf que ce que je leur explique, c'est que souvent les gens qui font des tutos, ils ont fait l'action 200, 300, 400 fois et c'est devenu un geste naturel. Donc c'est aussi compliqué d'ailleurs d'expliquer certaines... Des fois on me demande comment je fais certaines choses et j'arrive pas à l'expliquer. Parce qu'aujourd'hui c'est devenu quelque chose de tellement naturel. Bien sûr. Que je sais pas en fait, je pense à ça et ma main elle exécute. Et j'en avais tous les samedis des gens qui arrivaient en mode... je l'ai eu les réflexions du ouais ça va je suis ingénieur tu vois. Et c'est drôle parce que souvent c'était les plus boulets de la session. Genre, ils étaient en PLS, tu vois, ils arrivaient pas à me faire un cordon correct avant 3 heures. Et je me disais, ok, d'accord, bon, et il faut juste le prendre, tu dis, ok, d'accord, très bien, je suis très content pour toi. Félicitations. Ton diplôme, t'as fait ces 5 ans sur des bancs de l'école. Non, mais après, il en faut, tu vois. Mais c'est juste cette espèce de, ouais, ça va, tu vois, t'es que métallique, je suis ingénieur. Ta soudure, je vais te la torcher en deux. Je te dégrade. Ouais, et ça, j'étais là, mais ok. Et c'est souvent ces gens-là qui, finalement, à la fin de la session, disaient, ah ouais, en fait, c'est un métier, hein. Bah ouais, en fait. C'est mon métier. Et tu vois, enfin, moi, je dis, je suis pas doué de mes mains, en fait, je me rends compte.
je travaille bien le métal, mais enfin, je veux dire, il y a des choses. Enfin, je suis nul pour la peinture, par exemple, ou il y a des trucs que j'arrive pas à Mais faire, quoi. non, mais c'est comme si tu disais je sais faire des maths, mais je sais pas écrire. C'est pareil. Ouais, je sais pas. Ben si, Moi, il y a c'est des pas choses. parce que t'es très fort en maths que t'es très fort en français. T'as une intelligence particulière, t'as développé des compétences. Pour moi, c'est exactement pareil. Il y a des forts en maths qui écrivent mais tellement mal, et inversement. Ouais, C'est peut-être. d'ailleurs pour ça qu'il y a des bac L, bac S, enfin maintenant ça n'existe plus, mais... Ouais, ouais. Mais moi, c'est ça, en fait. Je me débrouille très bien avec le métal, mais des fois, je fais des trucs, mais la peinture, par exemple, c'est une catastrophe, quand tu vois chaque coup de rouleau. Je suis là, ouais. Bah, Mais, encore heureux que quand t'es artisan, tu sais pas tout faire les artisanats, et, sinon... et c'est aussi un des trucs aujourd'hui qui fait que je pense que il y en a par exemple qui pensent qu'ils vont pouvoir faire bois, métal, tu vois. Et ça c'est, Ouais. moi je suis plutôt partisan du ok, moi je fais du métal et je le fais bien Mm. et je vais pas commencer à m'éparpiller. Et puis enfin, moi j'ai pas aussi non plus envie de reprendre un cursus complet pour devenir ébéniste par exemple. Après j'ai fait des trucs pour moi, tu vois, parce que c'est pour moi et que j'accepte. Mais je me dis je pourrais pas le vendre, clairement. Et c'est peut-être un des points aussi, je pense qu'il faut faire gaffe aujourd'hui. Tu veux te lancer dans l'artisanat, il faut juste se dire, ok, qu'est-ce que je suis prêt. C'est ce que tu vends, c'est ce que ça te représente en fait. Donc, qu'est-ce que je suis prêt à mettre sur le marché, quoi. En gros, qu'est-ce que je suis prêt à dire, ok, ben, c'est ça que je te vends en fait. Donc, voilà. Faut un peu d'humilité, quoi. Tu Mais n'es pas... après, il faudrait faire une stat, hein. Je serais curieux de savoir le pourcentage de gens en reconversion qui finalement aboutissent au bout du truc. Parce qu'il y a une réalité aussi, c'est que c'est noble de se dire, ok, je vais lâcher mon job de cadre, pour le lancer dans l'artisanat, mais les belles, au début c'est tout beau tout rose, et je suis prêt à gagner moins d'argent, mais jusqu'à quand ça peut durer ça? Et te dire, ah, ben, en fait c'est ça l'artisanat, et c'est galère de se faire son trou, et mon rythme de vie a baissé de 4, enfin a été divisé par 4. Hmm. Tu vois, est-ce que dans la durée, ça va continuer en fait? Ça, on n'a pas encore assez de recul, je pense, parce que c'est finalement un effet assez jeune. Ah ouais, c'est récent, ouais. Et il faudra voir dans 10 ans sur tous ces gens qui. Ouais, c'est Ont comme pris les la gens, voie de la c'est comme ces gens reconversion. qui disent là, on a une grosse vague de départ des grandes villes pour des coins un peu plus calmes, enfin Ouais, plus. la rivalité, ouais. Mais c'est toujours tout beau. C'est comme. Tu vois, c'est comme quand tu te dis. Quand moi je suis parti à l'étranger, pour moi c'était tout beau, tout rose. Oui, Mais avec le recul, j'ai voulu rentrer en France quand même parce l'herbe est que. plus verte ailleurs. Voilà, exactement. Et donc je pense qu'aujourd'hui on n'a pas ce recul. Mais il faudra dans 10 ans, enfin, je pense qu'il faudra refaire un point sur tous ces gens qui ont lâché leur taf, refait une formation ou qui ont été autodidactes et qui ont continué et qui ont réussi à en vivre en fait. Moi je pense que voilà, c'est là Hmm. que. Et il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et qui me semble intéressant à aborder. Et justement, je trouve que ça correspond un peu à cette idée de, encore une fois, de l'image qu'on peut avoir de l'artisanat, du futur et tout. Tu disais, moi, mon objectif, c'est de créer une petite PME. Oui, Et je trouve que c'est intéressant de montrer aussi que tu peux être artisan, adorer ton artisanat, mais ton objectif, c'est de créer une petite PME, d'employer des gens qui vont faire ce que tu aimes faire aujourd'hui au quotidien, que toi, tu peux te garder des projets qui te font kiffer. ah bah c'est le but. Enfin, je trouve ça cool de montrer que tu peux être artisan et vouloir créer une entreprise et devenir un vrai entrepreneur dans le sens je crée une boîte et j'emploie des gens. Je passe forcément seul à mon compte. Quoique, il y a une statistique qui dit que 50% des artisans sont des artisans seuls, qui sont les seuls employés de leur propre entreprise. Mais je trouve ça intéressant de montrer que l'évolution de l'artisanat, c'est pas forcément être seul, d'être l'ours dans sa cage pendant 50 ans. Ça peut aussi être d'utiliser ses compétences de l'artisanat pour créer des entreprises, pour ne serait-ce que faire du conseil. Ouais. Être artisan, c'est pas forcément créer, ça peut être aussi créer une entreprise. Ouais, je pense. Ouais.
Mais après, il en faut pour tous les goûts aussi. Bien Et, sûr, bien je sûr. peux aussi comprendre qu'il y ait des gens qui aiment cette liberté d'être seul, Ah, bien sûr, bien sûr. Mais... d'avoir. Ils ont la main mise sur toute leur journée, enfin, ils n'ont pas à organiser le planning de quelqu'un. Ils n'ont pas de contraintes. Enfin, Ils n'ont pas de ils ont des contraintes. contraintes clients, mais... Voilà, c'est la seule contrainte, c'est leur Oui. client. Après, Bah oui, mais en l'occurrence, je trouve qu'on parle beaucoup d'eux, mais on parle beaucoup moins de ceux qui, comme toi, ont pour ambition de créer une entreprise un peu plus grosse. Euh, Surtout qu'on les voit de plus en plus mourir, ces entreprises aujourd'hui. mais c'est très drôle parce que j'ai une entreprise dans laquelle j'ai travaillé. Le fondateur était plombier. Puis de fil en aiguille, il s'est retrouvé à faire de la chaudronnerie. Et de son petit atelier de plomberie, il est arrivé à une grosse boîte où il y avait 40 personnes. Juste te coupe, il était plombier, plombier comme on voit qui vient dans nos maisons, ou plombier compagnon Ah, il était plombier en mode vrai plombier, quoi. Enfin, il te faisait toute l'installation Ouais. de A à Z de l'alimentation en eau d'une maison ou d'un immeuble. C'était un Ouais. vrai plombier. Ouais. C'était pas quelqu'un qui venait te déboucher ton évier Voilà. ou te remplacer un morceau de flexible. Ok. Non, c'était un. Et puis en fait, Donc il avait vraiment des compétences. par passion, il s'est mécaniques. retrouvé à fabriquer un truc, et puis ça en est devenu son métier. Oui. Et aujourd'hui, la boîte aujourd'hui est devenue, c'est son fils qui a repris, et c'est devenu une vraie boîte, quoi, un truc où ils sont peut-être une quarantaine, je pense. Oui. Et, ouais. et ça a démarré de rien, ça a démarré d'un artisan seul dans son petit atelier à monter un vrai truc, un truc très structuré. Voilà. Ouais, je trouve ça Et en fait, super. des cas comme ça, il y en a. Alors, il y en a qui réussissent pas. Il faut pas se mentir, il y a des échecs. Mais il y a aussi les self-made men, une seule personne qui se monte, qui se fait tout seul, et qui trouve les bons projets, les bons clients au bon moment, et qui arrive à développer quelque chose de sérieux, quoi. Et qui arrive à développer un modèle économique rentable et Voilà. qui se remet en question et qui un jour Après, arrive à dégager suffisamment d'argent pour la embaucher. conjoncture actuelle est un peu bizarre, donc C'est vrai. c'est vrai que là, je pense que ce que des personnes t'auraient dit il y a un an, aujourd'hui n'est peut-être plus. Enfin, le discours a peut-être changé aussi. Je pense que ça a quand même calmé les ardeurs de beaucoup de monde. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui je suis patient, je prends mon temps, j'évolue petit à petit, et puis. Mais t'as raison, de toute façon, enfin, ça sert à rien de, ça sert à rien de se précipiter, mais je trouvais intéressant de revenir sur le fait que ton ambition, et c'est pas ton ambition pour dans un an, mais ton ambition j'imagine pour dans 10, 15 ans, peut-être plus. Peut-être moins aussi. Voilà, enfin En fait, ton il faut voir les ambition opportunités qui se Voilà. présentent, quoi. Voilà. C'est que toi, ce que tu désires pour cette boîte, cette entreprise, c'est d'en faire une petite PME. Et je trouve ça intéressant parce que, bah, t'es peut-être. Franchement, t'es peut-être le premier que j'interviewe qui a cette ambition-là. Donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'en parler, c'est que je trouve ça plutôt cool de montrer que voilà, il y a différents profils d'artisans et voilà. Je vais venir en voiture aujourd'hui. J'avais plein de rendez-vous, et donc je prolonge mon stationnement avant de me prendre une prune. Ah ouais. Ok. Ben merci beaucoup Julien C'était avec plaisir. Pour cet échange que j'ai encore une fois trouvé très intéressant. Merci, c'était un plaisir pour moi aussi. Et puis ben merci de m'avoir fait visiter ici Montreuil que j'avais jamais vu. Et félicitations pour tous ces projets, Merci. toutes ces ambitions que je trouve très cool. Bonne continuation à toi aussi, j'espère Bah, que merci. tout ça va se développer. Bah Je te le souhaite. j'espère. Et puis bah à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que l'histoire de Julien vous aura inspiré. Vous pouvez continuer de m'aider à faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre en mettant une note sur iTunes et en vous abonnant sur votre plateforme de streaming préférée. Comme d'habitude, je publie régulièrement des photos du travail des artisans sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir leur métier en images. À bientôt avec une nouvelle histoire.